Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal. 3 jours de deuil national observés à partir de ce samedi 3 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national en mémoire de victimes de massacres odieux perpétrés par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la localité de Kishiché, territoire de Rutshuru au nord Kivu. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde promet tout mettre en œuvre pour que le dossier soit rapidement constitué en vue d'alimenter une enquête internationale. C'est en tout cas ce qui ressort du compte-rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Suivez. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication sur quelques points. D'abord sur la sécuritaire, où lui aussi est revenu sur l'ignoble massacre des Kishiché, ainsi que d'autres cas massifs des violations de droits d'elle. Le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que les responsables puissent en répondre devant la justice et pour que les populations puissent bénéficier du soutien. Il s'assurera que tout soit mis en œuvre pour que l'assistance puisse leur être apportée et que le dossier soit rapidement constitué pour alimenter une enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre. Ensuite, sur la poursuite de la mobilisation contre l'agression du pays, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, félicité les présidents de la République, chefs de l'État, pour la réussite de la rencontre le 3 novembre 2022 au Palais du Peuple, la jeunesse congolaise, réunie grâce au Conseil national de la jeunesse. Décider de débloquer 20 millions d'euros en soutien à l'armée rwandaise sans lui demander un engagement préalable et un retrait de son soutien au M23 est inacceptable. Telle est la réaction de la députée européenne belge Maria Arena qui exprime sa totale désapprobation quant à la décision de l'Union européenne d'assistance évaluée à 20 millions d'euros destinée à soutenir la poursuite du déploiement des forces de défense rwandaises pour lutter contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Pour elle, rien ne peut justifier cette aide de l'Union européenne en faveur de l'armée rwandaise au moment où les crises sécuritaires et humanitaires s'aggravent dans la partie est de la République démocratique du Congo et Kigali est pointé du doigt plutôt comme responsable. Au moins 57 civils otages libérés entre les mains des ADF par les forces armées de la République démocratique du Congo ont été remis à leurs familles respectives ce samedi 3 décembre 2022 à Beni. Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités militaires ainsi que les membres de la société civile. Joël Kamambou, notre correspondant sur place, nous en dit plus. La cérémonie s'est déroulée au bureau du Centre de la coordination des opérations CCO, situé en ville de Beni, dans le quartier Mobakanga. Cette cérémonie a été présidée par le commandant adjoint des opérations Sokola 1, chargé des opérations et logistiques, en présence de plusieurs autres officiers militaires, membres de la coalition phare de CPDF. Ils sont au total 57 otages libérés selon le sources militaire. Et l'échantillon a été remis dans différentes familles avec quelques vivres, l'air donné par l'armée congolaise pour la servir. Nos voyants combattants, vos éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont là pour laisser leur corps et âme sur le champ de bataille afin d'instaurer l'autorité de l'État, protéger la population coûte que coûte jusqu'au sacrifice suprême, n'ont pas tardé à protéger les adultes ainsi que les enfants. C'est pour cela nous déclarons ouverte
la cérémonie de la remise et reprise des otages auprès des autorités de la ville de Béni, ainsi que devant le média. Au nom de l'armée, le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord, a appelé la population à bien accueillir ces ex-otages des ADF dans la communauté et à ne pas les stigmatiser. Ils n'ont rien fait. Ils sont tout simplement victimes. Alors il faut les accepter et que ça ne soit pas des injures pour eux, qu'ils ne subissent pas ces rejets-là dans la famille. Pour rappel, c'est la semaine dernière que les forces armées de la RDC coalisées aux forces armées ougandaises et au UPDF ont libéré une cinquantaine de personnes, dont la plupart sont des femmes qui étaient détenues en otage par les ADF. Ces personnes ont été libérées lors des offensives menées par les deux armées dans la vallée de Moalika. La reprise de combat dans les lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo entre les FARDC et le M23. L'analyste politique Joseph Kongolo, approché par votre rédaction, parle de la mauvaise foi du Rwanda et invite par la même occasion le gouvernement congolais à déclarer la guerre au Rwanda. Joseph Kongolo s'est exprimé au micro de Juliette Oyeka, Naomi Kabengele et Héritier Toubilando. Reprise de combat dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, entre le FARDC et le rebelle du M23. L'analyste politique Joseph Kongolo parle de la mauvaise foi du Rwanda qui marche en contre-courant des résolutions du mini-sommet de Luanda. Ainsi, pour la paix à l'est du pays, Joseph Kongolo invite le gouvernement congolais à enclencher directement la guerre au pays des Kagame. Les résolutions qui ont été prises au mini-sommet de Luanda sont des résolutions tout à fait diplomatiques. Mais il s'est fait effectivement que le terrain n'a pas respecté toutes ces résolutions. D'abord, c'est des choses qui arrivent régulièrement quand une guerre doit se terminer. Ce n'est pas du tic au tac, n'est-ce pas, au claquement des doigts que la guerre prend fin, effectivement. Mais d'abord, cela démontre la mauvaise foi du Rwanda, mais aussi de leurs protégés qui sont le M23. Ça, c'est la première chose, c'est la première lecture que nous faisons à ça. Deuxième chose, c'est que la politique du Rwanda de vouloir exterminer la population locale, de chasser les populations des terres pour les occuper par d'autres populations, montre bien que cette stratégie est en marche avec les exactions, avec les tueries massives qui se passent, n'est-ce pas, sur les terrains conquis par le M23. Donc ça montre bien que toutes les négociations qu'on a faites semblent ne pas porter de résultats sur le terrain. Donc je crois que du côté du gouvernement congolais, l'une des choses les plus principales qui est aussi dans la stratégie nationale, c'est la guerre. Donc il faudra enclencher encore une nouvelle fois des bombardements massifs, mais alors des bombardements bien ciblés pour éviter des massacres de morts massives. Donc je pense qu'on doit aussi activer, n'est-ce pas, l'aspect de la guerre sur le terrain pour pouvoir remettre ces gens à leur place et au besoin les confiner sur les hauteurs de Sabinho par la force. Changeons de chapitre. À présent, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 3 décembre 2022 le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 32,0347 milliards de francs congolais et 15,8 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 44% par rapport à la loi de finances 2022 chiffrée à 22,253 milliards de francs congolais, soit 10,7 milliards de dollars. Sur 402 votants, tous le 402 ont voté pour, comme le dit le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 402 honorables députés qui ont pris part au vote, 402 députés ont voté oui.
Aucun n'a voté non. Aucun non plus n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Direction à présent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengelito, était le vendredi de septembre 2022 à l'organe délibérant de Kinshasa pour répondre aux préoccupations des élus de Kinshasa sur la question orale avec débat lui adressé concernant le banditisme urbain à Kinshasa. Maxime Makabou et Georges Libengue. Interpeller l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur la question du banditisme urbain qui prend des proportions inquiétantes dans la capitale de la RDC, le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengelito, était vendredi à l'organe délibérant de Kinshasa pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus provinciaux lors de la dernière plénière. Didier Tengelito de rappeler que la gestion de la police est à la charge du gouvernement central et non provincial, d'où promet-il de s'impliquer personnellement en mettant en contribution tous les bourgmestres de communes pour mettre fin à toute forme de banditisme dans la capitale. Vous avez dans une province, c'est le gouverneur, dans une commune, c'est le bourgmestre, dans un territoire, c'est l'administrateur de territoire. Et à cet effet, comme pour les bourgmestres, vous avez la loi organique de 2008 qui dit que le bourgmestre est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est chargé du rétablissement de l'ordre public et à cet effet, il dispose des unités de la police pour rétablir l'ordre public. Et lorsque le bourgmestre n'est pas content de son travail, il lui fait un rapport à charge. Il ne joue pas de ce pouvoir de sanction pour notamment le révoquer. Il doit encore faire un rapport à charge. C'est tout cela que nous aimons pouvoir avoir et c'est un pouvoir que le ministre national de l'Intérieur a. À tout moment, il peut sanctionner et il peut révoquer. Satisfait néanmoins de la réponse du ministre Tengelito, l'initiateur de la question, le député Éric Bokulu, recommande entre autres au gouvernement central d'assumer pleinement ses responsabilités constitutionnelles, notamment en matière de motivation des policiers et leur dotation en véhicules et matériels pour la sécurisation de la population quinoise. À l'Assemblée provinciale et à l'exécutif provincial de créer une commission mixte entre les deux organes en vue de saisir sur convocation du bureau les institutions habilitées à statuer sur le conflit de compétences entre pouvoir central et la ville de Kinshasa en matière de la gestion de la police nationale congolaise. Et puis sachez également, l'humanité a célébré ce samedi 3 décembre 2022 la journée mondiale de personnes handicap. Cette journée est marquée cette année autour du thème général de l'innovation et de solutions transformatrices pour un développement inclusif. Qu'en est-il de cette journée? Gisèle Etoko nous en parle. C'est depuis 1992 que le monde célèbre chaque 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui vise à promouvoir la compréhension des questions des handicaps et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. En effet, le terme de handicap renvoie également aux difficultés de la personne handicapée face à son environnement en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit autant d'une notion sociologique que d'une notion médicale. En croit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, notre monde traverse toute une série de crises dont les personnes handicapées ressentent les effets de manière disproportionnée. Il nous faut des solutions radicales si nous voulons sauver les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. En effet, selon les statistiques, sur le milliard de personnes en situation de handicap, 80% vivent dans des pays en développement. On estime que 46% des personnes âgées de 60 ans et
et plus sont en situation de handicap. Une femme sur 5 est susceptible de se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie et un enfant sur 10 vit avec handicap. Selon les estimations, 15% de la population mondiale vivent avec handicap. L'épidémie de Covid-19 a un impact disproportionné sur les personnes en situation de handicap. Notez que l'UNESCO marque cette journée en 2022 autour du thème général de l'innovation et des solutions transformatrices pour un développement inclusif. Et pour terminer, sachez que l'UNICEF a organisé ce samedi 3 décembre 2022 une cérémonie de la pose de la première pierre de construction du bureau civil dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala. C'était en présence de membres de la division provinciale de l'État civil. Nancy Ileka et Niwa Pezo. C'est dans le but de matérialiser les soucis exprimés par l'UNICEF consistant en la digitalisation du registre de vaccination incluant l'enregistrement des enfants à l'état civil qu'est intervenu ce jour la pose de la première pierre de construction du bureau de l'état civil et population dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala. Alain Onkenlenx, échevin de la ville de Sereng, revient sur le but du partenariat. Local, il est là parce que on veut que la commune de Lingwala soit une commune où l'administration est efficace et dans le cadre d'une gouvernance renouvelée. Et donc, pour cela, évidemment, il faut que le personnel de Lingwala soit logé de la meilleure façon possible pour que le travail soit le plus efficace possible. Mais il faut aussi que la population soit à l'aise pour être reçus par les autorités locales de Lingwala afin qu'on puisse répondre à leurs demandes. Parce que une administration, c'est ça aussi, c'est pouvoir répondre aux besoins de sa population. Et donc, nous sommes là, nous serons toujours à vos côtés à partir de maintenant. Je vous remercie déjà pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et on a eu une semaine extrêmement fructueuse. C'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte d'abord du travail à effectuer. Représentant le bourgmestre de Lingwala empêché, Didier Makambo, chef de l'administration municipale de Lingwala, explique le sens de cette activité. Des générations et des générations. Parce que l'administration, c'est une continuité. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Si vous allez constater, dedans, il y a beaucoup de photos. Il y a des gens qui passent, mais l'immeuble va rester. Je considère cela également par la fidélité et la confiance que la ville de Sereng a accordée à nous. Ce qui était un hasard est devenu une réalité. Une réalité parce que voilà, aujourd'hui nous venons de placer la première pierre pour la construction de l'immeuble qui va abriter des services. Les services de la population état civil, ce sont les services mères dans une commune. Parce que quand tu es né, on t'enregistre. Quand tu meurs, il y a un acte de décès. Et quand tu veux te marier, il y a l'acte de mariage. La population connaît le nombre de la population dans chaque juridiction, dans chaque entité. Ce sont les services qui sont des services mères qui fonctionnent dans une entité bien décentralisée, une entité administrative. La division provinciale de l'état civil était représentée par Maître Noël Richelieu Luenda. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.